Pour voir comment appliquer ces formules, voici quelques exercices simples. Application 1. Considérons un réacteur calorifugé et à pression atmosphérique contenant 100 g d'eau et 100 g d'huile d'olive à la température T0 égale 25 degrés. À l'aide d'une résistance chauffante, on chauffe le contenu du réacteur de façon à lui apporter l'énergie thermique Q égale 5000 joules. Question 1. Quelle sera la température finale du ballon? Question 2. Combien d'énergie thermique Q' aurait-il fallu apporter pour que la température passe de 25 à 80 degrés? On donne les capacités calorifiques massiques pour l'eau et l'huile, Cp eau et Cp huile. Alors attention, ici ce ne sont pas des capacités calorifiques molaires, mais massiques. Donc il faudra en tenir compte dans la formule et l'adapter en faisant intervenir la masse au lieu des nombres de mol. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et faire cet exercice pour vous entraîner, voir si vous arrivez à passer d'une énergie thermique Q transférée à un système à la différence de température ΔT qui va être observée lors de l'évolution. Je vous donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Considérons que le système est constitué de l'eau plus l'huile contenue dans le réacteur. Comme l'enthalpie est une fonction extensive, on peut dire que l'enthalpie totale du système, c'est l'enthalpie de l'eau plus l'enthalpie de l'huile. Autrement dit, la variation d'enthalpie du système, ce sera la variation d'enthalpie du sous-système eau plus la variation d'enthalpie du sous-système huile. Le réacteur, on dit qu'il est calorifugé, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de transfert thermique avec l'extérieur, à part bien sûr le transfert thermique apporté par la résistance chauffante, qui est de 5000 joules. Comme la transformation est à l'air libre, elle est donc monobare, autrement dit, on peut dire que Q égale ΔH, qui est donc égal à ΔHO plus ΔH huile. Pour calculer ΔHO et ΔH huile, on va utiliser les valeurs des capacités calorifiques massiques fournies. Attention, ici elles sont en joules par gramme par Kelvin, donc il faut adapter la formule du cours. Au lieu des quantités de matière N, on va utiliser les masses M, donc MO et M8 ici. On arrive donc à la formule Q égale ΔH égale MO CPO TF-T0 plus M huile CP huile TF-T0. En isolant la température finale, il vient TF égale T0 plus Q sur MOCPO plus M huile CP huile. Autrement dit, la température finale, ce sera 25 plus 8,1, donc 33,1 degrés Celsius. Pour la question 2, combien d'énergie thermique aurait-il fallu apporter pour que la température passe de 25 à 80 degrés? Ici, si on connaît la température finale et la température initiale, donc 80 et 25, on peut directement appliquer la formule Q égale ΔH égale ΔHO plus ΔH8 que l'on peut calculer avec les CP et les températures finales. On a donc Q' égale ΔH' égale MO CPO 80-25 plus M8 CP huile 80-25. Autrement dit, ici, il aurait fallu apporter une énergie thermique Q' égale 33,8 kJ. Ce genre de petite application où on passe d'une énergie thermique transférée à une variation de température ou d'une variation de température à une énergie thermique transférée, elles vont être très utiles par la suite en thermochimie, puisqu'on va travailler avec des réactions chimiques qui vont libérer ou consommer de l'énergie thermique, et il s'agira de savoir quand de l'énergie thermique est libérée ou consommée, comment la température du système évolue. On travaillera quasiment toujours dans des cas isobars ou monobars, donc on pourra quasiment toujours dans ce chapitre utiliser Q égale ΔH. Et puis il ne faut pas oublier aussi, ce petit exercice nous fait retravailler l'extensivité de l'enthalpie. Si un système contient plusieurs sous-systèmes, ne pas hésiter à faire la somme des enthalpies de chacun des sous-systèmes. Passons maintenant à l'application 2. Dans un calorimètre idéal, autrement dit une enceinte adiabatique, maintenue à pression atmosphérique et contenant 5 mol d'eau à la température T1 égale 20 degrés, on ajoute 5 mol d'eau à la température T2 égale 40 degrés et 10 mol de cuivre à la température T3 égale 60 degrés. Quelle est la température finale du système? On donne des capacités calorifiques molaires cette fois, pour l'eau CpMO et pour le cuivre CpM cuivre. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire cet exercice par vous-même et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Ici on considère donc comme système l'eau 1 plus l'eau 2 plus le cuivre.
L'enthalpie étant extensive, on peut dire que la variation d'enthalpie du système est la somme des variations d'enthalpie des trois sous-systèmes, qu'on va appeler delta H1, delta H2 et delta H3 par exemple. Le réacteur étant calorifugé, on a Q égale 0, il n'y a aucun transfert thermique avec l'extérieur ici. La transformation étant monobar, on a Q égale delta H, égale donc delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Autrement dit, comme Q égale 0 et que Q égale delta H, on peut dire que 0 égale N1 CPMO TF-T1 plus N2 CPMO TF-T2 plus N3 CPM du cuivre TF-T3. Ici, donc, les trois températures initiales T1, T2 et T3 sont différentes pour chacun des sous-systèmes, puisqu'initialement, il y a une eau qui est à 20 degrés, une autre eau à 40 degrés, puis le cuivre lui-même qui est à 60 degrés. Mais par contre, la température finale est la même pour tout le système, et donc pour chacun des trois sous-systèmes, puisqu'on sait bien que quand on mélange trois corps de température différentes et qu'on atteint ensuite un équilibre, in fine, ils auront tous la même température. Donc on exprime ceci, et là on a une équation dans laquelle on connaît tous les paramètres, à part la température finale. Donc on va juste l'isoler en mettant en facteur tout ce qui est en lien, tout ce qui est avec la température finale, puis en le divisant de façon à avoir cette formule TF égale CPMO N1T1 plus N2T2 plus N3 CPM cuivre T3 sur N1 plus N2 CPMO plus N3 CPM cuivre. Une fois qu'on obtient donc cette formule de la température finale, on peut la calculer. Attention ici aux unités. Les températures doivent absolument être mises en Kelvin pour obtenir le bon résultat. Sinon, on obtient quelque chose d'erroné. Donc ici, en mettant chacune des températures T1, T2 et T3 en Kelvin, on obtient une température finale de 310 Kelvin, autrement dit 37 degrés Celsius. Ce genre de raisonnement où on mélange différents corps avec des températures initiales différentes qui à la fin ont tous la même température finale, c'est des raisonnements qu'on va réemployer par la suite, par exemple en calorimétrie, ou lorsqu'on modélisera d'autres types de systèmes. Donc c'est pas juste un exercice pour appliquer la formule, c'est vraiment un exercice qui vous donne des petites briques de raisonnement qui seront utiles par la suite. Grand 3, état standard. Pour bâtir des tables de données thermodynamiques, il faut stocker un certain nombre de paramètres qui correspondent à chacun des constituants. Un exemple de paramètre, c'est les CPM que nous venons de voir dans les applications précédentes. Pour chaque constituant, il faut connaître sa valeur de capacité calorifique, molaire ou massique. Toutefois, ces grandeurs peuvent dépendre de l'état du constituant. Elles peuvent dépendre de la température du système, de sa pression, du fait que le composé soit pur ou non. Autrement dit, pour faire une table thermodynamique qui puisse être utilisée correctement, il faut exactement savoir dans quelles conditions était le constituant au moment où on a stocké la grandeur. C'est là qu'intervient la notion d'état standard. Un constituant est à l'état standard s'il vérifie deux conditions. Premièrement, il doit être à la pression standard, c'est-à-dire que la pression totale du système doit valoir P égale P standard égale 1 bar. Deuxièmement, il doit avoir une activité standard, c'est-à-dire que l'activité de ce constituant doit valoir AI égale 1. Si on valide ces deux choses-là simultanément, on peut dire que le constituant est à l'état standard. En termes de notation, pour indiquer qu'on est à la pression standard, on fait un petit rond en exposant. C'est pas vraiment un 0, c'est un petit rond. Et il se dit à l'oral standard. Donc là, on ne dira pas à l'oral P0, mais on dira P standard. À partir de cette définition, donc pour qu'un constituant soit à l'état standard, il faut qu'il soit à la pression standard et avec une activité standard. On peut en déduire l'état des différents types de constituants quand ils sont à l'état standard. Par exemple, pour un gaz, si on applique la définition de l'activité que vous avez déjà vue en première année, l'activité d'un gaz c'est PI, sa pression partielle, sur P standard. Et bien quand un gaz est à l'état standard, son activité vaut 1, autrement dit ça veut dire que PI égale P standard, et la pression totale du système vaut 1 bar, autrement dit grand P égale P standard. Ça veut dire donc que la pression partielle du gaz est égale à la pression totale qui est égale à 1 bar. Autrement dit, ça veut dire que le gaz est pur, puisque sa pression partielle est égale à la pression totale, ça veut dire que c'est le seul gaz, et qu'il est à la pression P standard égale 1 bar. Voilà la définition de l'état standard d'un gaz. Pour une phase condensée,
L'activité d'une phase condensée, par définition, c'est xi, la fraction molaire. Donc si elle vaut 1, ça veut dire que à l'état standard, un constituant en phase condensée est pur, puisqu'il est le seul constituant dans la phase, vu qu'il représente 100% de la fraction molaire de la phase. À noter qu'on ajoute aussi le fait que la pression doit être égale à la pression standard de 1 bar, puisqu'il faut à chaque fois les deux dans la définition, pression totale 1 bar et activité égale. Pour un solvant, de la même façon, l'activité d'un solvant, c'est xi sa fraction molaire dans sa phase. Donc si elle vaut 1, ça veut dire qu'à l'état standard, de la même façon, un solvant est pur. Et à la pression, P égale P standard égale 1 bar. Et enfin, pour un soluté, par définition, l'activité d'un soluté, c'est sa concentration sur la concentration standard, qui vaut 1 mol par litre. Donc si son activité vaut 1 à l'état standard, ça veut dire que sa concentration vaut 1 mol par litre. Attention ici, on ne dit pas que le soluté est pur à l'état standard, puisqu'il n'est pas pur, il est dans un solvant qui le dissout. On dit simplement qu'à l'état standard, un soluté est à la concentration de 1 mol par litre. Et bien sûr, toujours à la pression de 1 bar. Quand on stocke des données thermodynamiques, il faut aussi noter à quelle température on a stocké ces données, puisqu'évidemment la température peut avoir un impact sur la valeur des données stockées. Toutefois, il n'y a pas de température standard. L'état standard, c'est uniquement la définition qu'on a donnée plus haut, c'est-à-dire une condition sur la pression et sur l'activité. Ce qui veut dire que dans une table thermodynamique, on va stocker des grandeurs à l'état standard tout en ajoutant une information supplémentaire qui est la température à laquelle elles ont été stockées. En général, les grandeurs sont stockées à la température de 25 degrés. Mais ce n'est pas toujours le cas, on le verra dans certains cas, c'est pas intéressant de stocker une grandeur à 25 degrés. Donc ce sera toujours spécifié et on ne peut pas parler de température standard.